Il y a des matins dans l'histoire géopolitique où le monde se réveille avec une carte complètement différente de celle avec laquelle il s'est endormi. Pas une carte dont les frontières ont changé. Ces transformations prennent des années. Une carte où les lignes invisibles, les lignes de pression, les lignes de levier, de peur et de dissuasion se sont déplacées pendant la nuit. Le 17 avril 2026 est ce genre de matin. Il y a 48 heures, le détroit d'Ormuz, le goulet d'étranglement étroit par lequel transitait 20 % du pétrole brut échangé dans le monde depuis des décennies, était toujours tenu dans un étau par une armée qui l'avait miné, qui avait menacé tout navire osant y entrer et qui faisait payer plus d'1 million de dollars par navire pour le privilège de passer. Ce matin, le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé qu'il était ouvert. Pas inconditionnellement ouvert, pas indéfiniment ouvert. Ouvert pour la durée d'un cessez-le-feu qui a une date d'expiration ferme et qui comporte plus de questions sans réponse que n'importe qui à Washington, Tel Aviv ou Téhéran ne veut actuellement en compter. Qu'est-ce qui a changé? Comment le point de verrouillage maritime le plus conséquent de la planète est-il passé d'une zone militaire déclarée fermée à un geste diplomatique conditionnel en l'espace de 5 jours? La réponse implique un blocus de la marine américaine, 2800 missiles iraniens interceptés au-dessus du Golfe, un sommet avorté à Islamabad et un calcul à Téhéran selon lequel le coût de la résistance commençait à dépasser le bénéfice. Ce calcul n'est pas arrivé en silence. Avant d'entrer dans la mécanique de la façon dont cela s'est produit, je veux dire quelque chose directement. Cette histoire n'est pas terminée. Ce que vous regardez en ce moment n'est pas la résolution d'une crise, c'est une pause à l'intérieur d'une crise. Le cessez-le-feu arrive à expiration le 21 avril. Le dossier nucléaire n'a pas bougé. La question du Hezbollah au Liban est totalement irrésolue. Chaque développement dans cette histoire porte une autre couche en dessous de lui. Et cette chaîne est l'endroit où ces couches sont examinées correctement, pas simplement rapportées. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite et activez la cloche de notification. La prochaine mise à jour de cette histoire peut arriver à tout moment et quand elle le fera, l'analyse ici sera du genre qui vous emmène au-delà du titre et dans la véritable logique stratégique. Abonnez-vous, cloche, tout de suite, parce que ce qui se déroule dans le Golfe cette semaine va remodeler le Moyen-Orient pour une génération. Et vous devez comprendre toute l'ampleur de la situation. Établissons maintenant ce dont nous parlons réellement quand nous parlons du détroit d'Ormuz, car les chiffres impliqués ont une façon de rendre l'abstrait très concret très rapidement. Le détroit lui-même fait à peine 21 miles de large à son point le plus étroit. 21 miles, un tronçon d'eau que l'on pourrait théoriquement traverser du regard par une journée claire. Et pourtant, à travers ce goulet de 21 miles, n'importe quel jour normal avant le début de cette guerre, environ 20 millions de barils de pétrole brut passaient dans un sens ou dans l'autre. 20 % du pétrole échangé dans le monde, environ un tiers de tout le gaz naturel liquéfié échangé à l'échelle mondiale. Chaque grand producteur du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, l'Irak, le Qatar, dépend de ce canal pour acheminer sa production vers le monde. Les économies du Japon, de la Corée du Sud, de l'Inde et de la plupart de l'Europe sont calibrées sur l'hypothèse que ces barils continuent de circuler. Quand ils s'arrêtent, les mathématiques se cassent partout à la fois. Le Brent, qui se situait autour de 60 $, le baril avant le 28 février, avait grimpé au-delà de 160 $ à son pic en mars, avant de reculer partiellement sous l'effet des spéculations sur un cessez-le-feu. Les prix de l'essence à la pompe américaine ont dépassé les 4,10 $ cette semaine. L'Agence internationale de l'énergie a publié un avertissement le 16 avril, stipulant que l'Europe dispose d'environ 6 semaines de réserve de carburéacteurs. 6 semaines, pas des mois, des semaines. C'est le poids stratégique de ces 21 miles. C'est ce que l'Iran a verrouillé et ce que les États-Unis essaient maintenant de déverrouiller. L'histoire de la façon dont l'Iran en est venu à tenir ce levier particulier mérite d'être bien comprise, car le commentaire occidental a passé des années à traiter la menace d'Ormuz comme de la bluff. Ce n'était pas du bluff. L'Iran a passé des décennies à construire une architecture militaire en couches spécifiquement conçue pour faire réfléchir à 2 fois toute puissance, y compris les États-Unis, avant de contester sa position dans le Golfe.
La doctrine qui sous-tend cela est ce que les analystes militaires appellent l'anti-accès et le déni de zone. L'idée centrale est la suivante. Vous n'avez pas besoin de vaincre une force militaire supérieure dans un engagement ouvert si vous pouvez rendre le coût de l'entrée dans votre zone opérationnelle prohibitivement élevé. L'Iran a appliqué cette doctrine au détroit d'Ormuz avec une discipline considérable. Des mines marines ont été posées, et voici un détail qui importe énormément, dont l'Iran a par la suite perdu la trace. Ce n'est pas une spéculation. Les opérations de déminage américaines ont commencé dans le détroit le 11 avril et un responsable américain a confirmé que la menace des mines était l'une des raisons principales pour lesquelles la voie navigable ne pouvait pas simplement être déclarée ouverte par une annonce. On ne peut pas déminer une voie maritime avec un communiqué de presse. Au-delà des mines, l'Iran avait positionné des batteries de missiles anti-navires le long de son littoral avec des portées de plusieurs centaines de kilomètres, capables de menacer tout navire de surface dans le golfe d'Oman. Les familles de missiles Shahab-e-Nour, le système Khalij-Fars, produit localement et spécifiquement conçu pour frapper des navires de guerre en mouvement, ce n'étaient pas des armes de cérémonie. C'étaient des dissuasifs fonctionnels qui avaient accumulé de la crédibilité au fil des années de démonstration. Et de manière cruciale, l'Iran avait formé ses réseaux de mandataires à travers la région. Les Houthis au Yémen, le Hezbollah au Liban, des groupes miliciens alignés en Irak, pour fonctionner comme des extensions distribuées de ce système de pression. La théorie était élégante dans sa logique. Si vous frappez l'Iran, l'Iran ne riposte pas seul. Chaque front s'active simultanément. Le coup devient insupportable avant que le premier engagement complet ne soit conclu. Cette architecture avait maintenu le détroit d'Ormuz nominalement fonctionnel ou à minimum théoriquement accessible pendant des années. Puis est venu le 28 février et l'architecture a été testée de manière que ses concepteurs n'avaient pas totalement anticipé. À cette date, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées contre l'Iran dans le cadre de ce qui a été rapporté comme étant les opérations Lion rugissant et Fureur épique, une campagne dont l'objectif déclaré était l'élimination de la structure de commandement des gardiens de la révolution islamique, IRGC, et le démantèlement de l'infrastructure nucléaire de l'Iran. Le guide suprême a été tué dans une frappe sur un bunker fortifié à Téhéran. Le ministre de la Défense et plusieurs généraux de haut rang des IRGC ont été éliminés dans la même vague initiale. La réponse de l'Iran a été immédiate, massive, et cette partie compte pour comprendre ce qui s'est passé depuis, finalement insuffisante pour atteindre ses objectifs stratégiques. L'Iran a tiré à travers la région. Les Émirats arabes unis ont été frappés par environ 2800 missiles et drones au cours des semaines suivantes. Des responsables émiriens ont confirmé cette semaine que leur système de défense aérienne intégré, renforcé par des assets américains, ont intercepté 96 % des tirs entrants. 2800 projectiles, un taux d'interception de 96 %. Ces chiffres racontent une histoire que les architectes de la dissuasion iranienne n'avaient pas écrite dans leur modèle initial. Que se passe-t-il lorsque votre capacité offensive la plus redoutée est absorbée sans produire la paralysie que vous aviez calculée? L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz le jour des frappes. L'économie mondiale a enregistré le choc immédiatement. Le Brent a bondi de 10 à 13 % dans les premières heures de négociation. Maersk, CMA-CGM et Hapag-Lloyd, les trois plus grands opérateurs de transport de conteneurs au monde, ont suspendu simultanément tous les transits par le détroit et la mer Rouge. 230 pétroliers chargés étaient immobilisés à l'intérieur du Golfe, incapables de bouger, tandis que leur cargaison représentait des milliards de dollars en valeur gelée et que leurs opérateurs regardaient les primes d'assurance atteindre des niveaux qui rendaient tout transit une proposition économiquement irrationnelle, indépendamment du risque militaire. C'est ici que la faille dans le calcul iranien commence à se montrer et c'est une faille structurelle, pas tactique. La théorie de la coercition économique par le contrôle d'Ormuz supposait que la douleur infligée à l'économie mondiale se traduirait par une pression externe sur les États-Unis pour se retirer.
La logique était fermer le détroit, faire exploser les prix du pétrole, faire mal aux consommateurs américains à la pompe, créer une pression politique interne sur Washington et utiliser cette pression comme levier dans les négociations. Il y a une certaine logique interne à ce raisonnement. Cela avait partiellement fonctionné avant sous diverses formes. Ce que le modèle n'avait pas pris en compte, c'était le contre-blocus. Le 12 avril, après l'échec des pourparlers d'Islamabad et que J.D. Vance ait quitté les négociations après avoir passé plus de 21 heures à la table sans parvenir à un accord, Donald Trump a annoncé un blocus naval américain de tous les navires entrant ou sortant des ports iraniens, la version navale de leurs propres outils, retournée contre eux. L'armée américaine a confirmé que le blocus était pleinement opérationnel le 13 avril, pas une patrouille, pas une opération de surveillance. Un arrêt complet de tout le commerce maritime économique entrant et sortant d'Iran par la mer. 14 navires ont fait demi-tour dans les 2 premiers jours. Le chef d'état-major interarmé a confirmé le 16 avril que plus de 10 000 marins, fusiliers marins et aviateurs, répartis sur plus d'une douzaine de navires et des dizaines d'avions, faisaient respecter le blocus. L'Iran ne coupait pas simplement le pétrole du monde. L'Iran était simultanément coupé de son propre accès portuaire, de ses propres flux de revenus et de ses propres chaînes d'approvisionnement. L'asymétrie qui était censée favoriser Téhéran s'était inversée. L'instrument au centre de la réponse militaire américaine, la capacité qui a conduit à la campagne plus large qui a créé les conditions de ce cessez-le-feu, est quelque chose dont le commentaire public n'a parlé que partiellement. L'opération Fureur épique n'a pas reposé principalement sur des munitions conventionnelles pour dégrader l'infrastructure militaire iranienne. Le GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, une arme de destruction de bunkers de 30 000 livres, transportée exclusivement par le bombardier furtif B-2 Spirit, était centrale dans le package de frappe. Cette arme a été conçue spécifiquement pour résoudre le problème que les générations précédentes de munitions de précision ne pouvaient pas résoudre. Les installations souterraines profondément enterrées et durcies, le genre d'installation que l'Iran avait passé des décennies et d'énormes ressources à construire sous les montagnes de Fordow, Natanz et ailleurs. La physique du GBU-57 vaut la peine d'être comprise. Il pénètre environ 60 mètres de béton armé avant la détonation. Pas en surface, pas à mi-chemin, mais à une profondeur où la terre et la roche environnante amplifient la force destructrice vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. L'explosion est confinée et concentrée. L'installation ne souffre pas simplement de dommages structurels, elle devient non fonctionnelle. Ce qui distingue cette application des utilisations antérieures de munitions pénétrantes lourdes, c'est la capacité de la plateforme de livraison à opérer sans le genre de couloir de supériorité aérienne que les bombardiers conventionnels exigent. Le profil à faible observabilité du B-2 lui a permis d'entrer dans l'espace aérien iranien sans déclencher le poids total de la réponse de la défense aérienne de l'Iran. Au moment où la signature radar était résolue, l'arme était déjà dans sa phase terminale. Les commandants de la défense aérienne iranienne savaient que ce système existait. Certains analystes militaires ont suggéré, avec un soutien probant raisonnable, que des techniciens iraniens avaient examiné des composants de munitions similaires via des réseaux de mandataires en Syrie et en Irak. Si c'est exact et si la confiance de la communauté du renseignement dans cette évaluation semble modérée plutôt qu'élevée, alors l'Iran avait eu une exposition indirecte au concept opérationnel général de cette arme avant le début des frappes. Ils ont échoué à s'adapter. Cet échec n'est pas incidentel. Il révèle quelque chose d'important sur l'écart entre un service de renseignement qui collecte des informations et un qui traduit ces informations en modifications défensives actionnables. L'Iran a collecté. L'Iran ne s'est pas adapté. Les frappes opérationnelles elles-mêmes, dans le cadre combiné de Fureur épique et de la campagne antérieure Cavalier rugueux contre l'infrastructure outil, ont produit un résultat qui a été confirmé par l'état physique du champ de bataille. La capacité de l'Iran à projeter une force militaire conventionnelle à travers la région est substantiellement dégradée. L'architecture de commandement et de contrôle des IRGC a été décapitée à son niveau supérieur. Les installations de stockage de missiles qui ont soutenu les attaques de saturation contre les États du Golfe ne sont pas opérationnelles à leur capacité d'avant-guerre. Les Houthis, qui avaient été peut-être le mandataire le plus actif cinétiquement dans les mois précédant le 28 février, sont,
comme le secrétaire à la Défense Pete Hegseth l'a confirmé le 16 avril, rester totalement en dehors de ce conflit. Hegseth a attribué cela à l'effet dissuasif résiduel de l'opération Cavalier Rugueux en 2025, qui a démontré un niveau d'intensité opérationnelle américaine qui a apparemment recalibré l'évaluation des risques par les Houthis. C'est un résultat stratégique significatif. Cela signifie que le réseau de pression distribué de l'Iran n'a pas fonctionné comme conçu. La théorie de l'activation simultanée sur plusieurs fronts a produit une paralysie sur plusieurs fronts à la place, avec des acteurs mandataires regardant la destruction de l'infrastructure militaire iranienne et décidant individuellement que les mathématiques de leur propre survie ne favorisaient pas l'engagement. Ce qui nous amène à ce à quoi ressemble le paysage diplomatique maintenant, car la dimension militaire et la dimension diplomatique de cette crise ont fonctionné sur des pistes parallèles qui s'intersectent occasionnellement et se contredisent fréquemment. Les pourparlers d'Islamabad, le premier tour tenu pendant le week-end des 12 et 13 avril, ont été une étude d'incompatibilité structurelle. La délégation américaine, menée par J.D. Vance, aux côtés des émissaires spéciaux Steve Witkoff et Jared Kushner, est arrivée avec un cadre qui priorisait le démantèlement de l'infrastructure d'enrichissement nucléaire de l'Iran comme livrable central. L'Iran est arrivé avec un plan en 10 points qui incluait la levée de toutes les sanctions, le retrait des forces américaines de toutes les bases régionales et un contrôle explicite sur le détroit d'Ormuz comme un droit souverain. Ce ne sont pas des positions séparées par un fossé négociable que la diplomatie habile peut combler en 21 heures. Ce sont des positions qui représentent des théories fondamentalement différentes de ce que devrait être l'ordre régional d'après-guerre. Le ministre iranien des Affaires étrangères a décrit la posture américaine comme du maximalisme, une modification des lignes rouges et un blocus. Vance est parti en disant que la balle était dans le camp de l'Iran. Aucune de ces caractérisations n'est fausse. Ce sont simplement des descriptions du même événement à partir de deux positions qui n'ont pas encore trouvé un point d'intérêt commun suffisant pour générer un véritable accord. Le Pakistan a été extraordinaire dans ce processus. Le maréchal Asim Mounir et le ministre de l'Intérieur Mohsin Naqvi se sont rendus à Téhéran le 15 avril dans le cadre d'un effort de diplomatie navette ongoing pour garder les canaux ouverts et préparer le terrain pour un deuxième tour. La Maison-Blanche a confirmé le 14 avril qu'un deuxième tour de pourparlers était en discussion, Trump déclarant au New York Post que les négociations pourraient avoir lieu dans les 2 jours. Aucune date n'a été finalisée à ce moment. Le tableau des alliances mérite d'être examiné pour lui-même, car ce que cette crise a exposé sur l'état de la politique de coalition occidentale est aussi stratégiquement significatif que tout ce qui se passe dans le Golfe même. Quand les États-Unis ont demandé à leurs alliés de l'OTAN de contribuer à l'effort d'application maritime autour du détroit d'Ormuz, la réponse a été, pour être franc, d'une prudence frisant la paralysie. L'Allemagne a refusé d'engager des assets navals dans l'opération de blocus. La France a annoncé qu'elle convoquerait une conférence sur la navigation maritime dans le détroit, avec Emmanuel Macron et Keir Starmer comme coprésidents, mais encadrant la contribution comme une coordination diplomatique plutôt qu'une participation militaire. La contradiction est presque trop évidente à énoncer. Les économies européennes sont, selon l'aveu même de leur chef de l'AIE, à environ 6 semaines du rationnement de carburéacteurs. Les compagnies aériennes européennes dépendent des hydrocarbures du Golfe. Les consommateurs européens ont absorbé le choc des prix de chaque réduction de baril par jour dans le transit par Ormuz depuis février. Et pourtant, la réponse européenne a été d'appeler à des conférences plutôt que de contribuer aux mécanismes d'application qui pourraient réellement rouvrir la voie navigable. La contradiction économique n'est perdue pour personne à Washington et elle informera les conditions sur lesquelles l'Amérique engagera ses alliés dans de futures opérations. La position de la Chine a été caractéristiquement précise dans son ambiguïté. L'ambassadeur de la Chine aux Nations unies, Fu Kong, a dit à l'Assemblée générale que le détroit d'Ormuz devait être safeguarded pour la navigation internationale et a appelé l'Iran à prendre des mesures proactives pour le rouvrir, tout en bloquant simultanément la résolution du Conseil de sécurité qui aurait créé un cadre contraignant pour l'application.
Le calcul de Pékin n'est pas difficile à lire. Pékin veut le détroit ouvert parce que la manufacture chinoise dépend de l'énergie du Golfe. Mais Pékin ne veut pas être vu comme endossant la pression militaire menée par les États-Unis contre un pays qu'il a défini comme un partenaire stratégique. La position de la Russie est différente dans sa logique. Sergueï Lavrov a salué le cessez-le-feu et a simultanément insisté pour qu'il s'applique au Liban, une position qui sert les intérêts russes en maintenant la pression sur Israël et en compliquant l'alignement américano-israélien. Moscou a également déclaré sa disponibilité à aider l'Iran à naviguer dans les conséquences de ce qu'il a qualifié d'agression américano-israélienne non provoquée. La posture de la Russie ici reflète une simple réalité économique. Chaque mois où Hormuz reste perturbé est un mois pendant lequel les exportations d'énergie russe, acheminées par des canaux alternatifs, obtiennent des prix premium. La perturbation sert les intérêts de revenus de Moscou, même que la Russie appelle publiquement à une résolution. Le seul acteur dans ce tableau qui s'est déplacé différemment et que le commentaire a largement sous-pondéré est l'Inde. New Delhi a discrètement maintenu un canal avec Téhéran et Washington tout au long du conflit, s'est positionnée ni comme sanctionneuse, ni comme partie confrontatrice, et a observé l'issue de ce conflit avec l'attention la plus soutenue de toute puissance non golfique. L'Inde est le troisième plus grand client pétrolier de l'Iran. L'Inde a une diaspora d'environ 9 millions de personnes dans les États du Golfe. La façon dont cette crise se résoudra définira les conditions dans lesquelles l'Inde pourra accéder à l'énergie du Golfe pour la prochaine décennie. La navigation discrète de cette situation par Delhi n'est pas de la passivité. C'est une couverture prudente. La posture publique de l'Iran à travers tout cela a exigé de sa direction qu'elle gère deux impératifs qui sont structurellement incompatibles. Le premier est la défiance, la base politique intérieure, l'écosystème médiatique dur lié aux IRGC, le bloc parlementaire qui a été farouchement opposé aux négociations avec Washington, les foules dans les rues de villes comme Saveh, à qui l'on a dit pendant 6 semaines que l'Iran avait le dessus, attend une posture de force. Le vice-président du Parlement, Ali Nighzad, a dit aux foules à Saveh le 15 avril que l'Iran considérait son contrôle du détroit d'Ormuz comme une question souveraine et légale, pas une concession à échanger. C'est le langage de la défiance. Le deuxième impératif est la limitation des dégâts. L'économie iranienne a été compressée. L'activité portuaire a chuté à près de zéro sous le blocus naval américain. Les revenus énergétiques se sont effondrés. La population à qui on dit que l'Iran a gagné vit aussi la réalité d'une économie sous une pression extraordinaire, avec des chaînes d'importation rompues et des revenus d'exportation interceptés. La tension entre ces deux impératifs explique le langage élastique dans les communications diplomatiques de l'Iran. L'annonce du ministre des Affaires étrangères disant qu'Ormuz est ouvert pour la durée du cessez-le-feu n'est pas une déclaration de reddition. C'est une formulation soigneusement construite pour préserver un maximum de flexibilité. Notez la conditionnalité spécifique. Ouvert pour la période restante du cessez-le-feu. Pas indéfiniment ouvert, pas inconditionnellement ouvert. Ouvert jusqu'au 21 avril, à moins que quelque chose ne change. Et le quelque chose que l'Iran a déjà utilisé pour justifier une refermeture est les opérations israéliennes au Liban qui sont en cours. Les données maritimes sont plus honnêtes que les communiqués de presse. À hier, le trafic commercial à travers le détroit restait à une fraction de son volume d'avant-guerre. La menace physique des mines n'a pas été entièrement résolue. Les souscripteurs d'assurance ne tarifient pas encore les polices pour le transit dans le Golfe comme si la crise était terminée. Surveillez ces chiffres. Quand le marché de l'assurance bouge, la voie Naviguel rouvre réellement. Jusqu'à ce moment-là, la rhétorique et la réalité restent sur des voies séparées. Ce qui a définitivement changé et ce qui n'a pas changé exige le genre de bilan honnête que le cycle de l'immédiateté de l'actualité livre rarement. Sur la dimension militaire, l'architecture de dissuasion intégrée de l'Iran a subi des dommages structurels graves qui prendront des années à être reconstitués. Le niveau de commandement des IRGC a été fondamentalement perturbé. Les stocks de missiles qui ont soutenu 40 jours de frappe soutenus à travers le Golfe ont été diminués et dégradés. Le réseau d'acteurs mandataires qui était censé ouvrir des fronts simultanés ne s'est pas activé à l'échelle. Cela ne signifie pas que l'Iran est militairement négligeable.
il ne l'est pas. Mais l'architecture spécifique construite autour du levier d'Ormuz, l'architecture qui était conçue pour faire cligner des yeux à toute puissance occidentale avant de contester la dominance régionale iranienne, a été testée à pleine charge opérationnelle et s'est révélée insuffisante. Le dissuasif psychologique qui la sous-tendait, vous n'avez pas besoin de tirer si la menace suffit, n'opère plus avec la même crédibilité qu'il portait le 27 février. Chaque acteur dans la région avec une architecture de dissuasion similaire l'a remarqué. Sur la dimension économique, les indicateurs de normalisation à surveiller sont spécifiques. Les primes d'assurance des pétroliers revenant au niveau d'avant-guerre, la classification de risque de Lloyd's of London pour le transit dans le Golfe revenant du statut de zone de guerre et le volume de débit quotidien au détroit se rétablissant au-dessus de 10 millions de barils par jour. Aucun de ces marqueurs ne s'est encore déplacé de manière conclusive. Les prix du pétrole ont reculé par rapport au pic de mars de 166 $ le baril, mais restent élevés autour de 100 $. L'essence américaine reste au-dessus de 4 $. La transmission économique d'une véritable normalisation d'Ormuz prendra des semaines après l'annonce politique, pas des heures. Sur la dimension diplomatique, les fractures exposées dans la réponse de l'alliance de l'OTAN à cette crise ne guériront pas rapidement. L'écart entre la volonté américaine de faire respecter la sécurité maritime unilatéralement et la volonté européenne d'y contribuer de manière significative a été affiché en public pour que tout planificateur de sécurité en Asie, dans le Golfe et en Amérique du Sud l'observe et le consigne. La conclusion qu'ils en tireront n'est pas que l'Europe est faible, c'est que le parapluie de sécurité américain est de plus en plus un instrument unilatéral et que le cadre multilatéral est de plus en plus cérémoniel. Cette conclusion influencera les comportements de couverture dans une douzaine de capitales au cours des prochaines années. La question du dossier nucléaire iranien, les 1000 livres d'uranium enrichi qui n'ont pas bougé, les centrifugeuses qui n'ont pas été démontées, le programme d'enrichissement qui continue d'exister comme une capacité technique, même si son infrastructure opérationnelle a été frappée, reste entièrement irrésolu. L'ancien chef de station de la CIA, Dan Hoffman, parlant dans le contexte d'analyse précédente sur le contrôle des armements, a noté que tout moratoire sur l'enrichissement, basé sur le temps qui ne résout pas de manière permanente le sort de la matière fissile, déplace simplement le problème vers l'avant dans le temps, plutôt que de le résoudre. C'est le dilemme central de tout accord issu d'un deuxième tour de pourparlers. Un accord de 10 ans qui laisse les centrifugeuses en place n'est pas une solution, c'est une crise reportée. Trump aurait dit à ses conseillers qu'il n'accepterait pas un cadre basé sur le temps. L'Iran n'acceptera pas le démantèlement sans garantie que toute l'architecture de la pression américaine, sanctions, positionnement militaire, soutien à Israël, soit retirée simultanément. L'écart entre ces positions est réel. L'expiration du cessez-le-feu le 21 avril n'est pas une date limite pour une résolution. C'est une date limite pour la prochaine décision d'escalade. L'histoire de la façon dont le détroit d'Ormuz s'est ouvert ce matin est une histoire sur les limites de la théorie de la dissuasion, quand l'architecture de dissuasion rencontre un adversaire prêt à absorber les coûts de la contester. L'Iran a construit un système conçu pour être trop cher à contester. Les États-Unis l'ont contesté quand même, ont absorbé les coûts et ont imposé des coûts en retour que le système iranien n'avait pas totalement intégrés dans ses calculs. Ce recadrage se produit maintenant en temps réel, non seulement à Téhéran, mais dans chaque capitale qui a observé cette confrontation de l'extérieur. Pékin regarde, Pyongyang regarde, Moscou regarde. Chaque acteur qui a construit son modèle de sécurité régionale autour de l'hypothèse selon laquelle la volonté politique américaine d'absorber des pertes et une escalade à des limites structurelles est en train de mettre à jour ce modèle. Le cessez-le-feu qui a ouvert le détroit ce matin était fragile, conditionnel et temporaire dans sa forme actuelle. La question qui définira les 4 prochains jours, avant le 21 avril, est de savoir si le fossé diplomatique entre Washington et Téhéran peut être comblé suffisamment pour produire un accord qui maintienne le détroit ouvert et empêche la reprise des frappes.
Et voici la question à laquelle je veux que vous réfléchissiez et à laquelle vous répondiez dans les commentaires ci-dessous. Compte tenu de tout ce que vous venez d'entendre sur la inadéquation structurelle entre ce que l'Amérique exige et ce que l'Iran est prêt à donner, ce cessez-le-feu est-il le début d'un véritable retrait stratégique par Téhéran ou est-ce une pause tactique conçue pour gagner du temps, reconstituer les capacités et s'engager à nouveau depuis une position plus forte lorsque la fenêtre politique à Washington sera moins favorable? La réponse à cette question vous dira tout sur ce à quoi ressemblera le Golfe dans 6 mois. Laissez votre analyse ci-dessous. La conversation là-bas vaut toujours la peine d'être lue. Avant de partir, si vous suivez les marchés mondiaux de l'énergie et les effets d'entraînement économique de ce conflit, les prix de l'essence, les pénuries de carburéacteurs, les mouvements du marché de l'assurance, les réponses des banques centrales, il y a une analyse dédiée de la mécanique financière de la crise d'Ormuz à venir sur notre chaîne axée sur l'économie cette semaine. Le lien est dans la description. Le même niveau de profondeur, un angle différent sur la même histoire. Restez connectés.